Bonjour, je vais donc commencer une nouvelle présentation concernant un autre chapitre, toujours dans le même programme, des ions solutions, puisque nous avons déjà vu un certain nombre de chapitres jusque-là. On a vu la thermochimie, on a vu les équilibres chimiques, la cinétique chimique, les acides et les bases, et maintenant un type particulier de réaction que nous allons examiner, ce sont les réactions de solubilité des sels, c'est-à-dire on va examiner les réactions de dissolution d'un solide en solution. Voilà, c'est ça donc l'objectif de ce qu'on va voir dans cette présentation. Alors, ce qui va nous intéresser bien sûr, c'est de trouver l'équation qui permet de calculer la solubilité en mol par litre. Ça sera en fonction de la constante de l'équilibre. Et x et y, ça sera donc les coefficients stoichiométriques. Et nous allons voir que l'expression de la solubilité va dépendre de la nature de la réaction. Et donc on peut faire des calculs, et les calculs, on peut les faire facilement une fois la réaction écrite correctement. Bien. Alors dans ce chapitre seront traités les équilibres hétérogènes dans des solutions aqueuses en mettant l'accent sur la dissolution du sel et sur les conditions permettant sa précipitation. Voilà, donc on va voir ensemble comment exprimer une constante d'équilibre qu'on va noter Ks, la constante de solubilité, écriture des réactions de dissolution des sels et calcul des solubilités. Donc le calcul il sera associé à l'écriture des réactions. Et on va voir comment on peut influencer une solubilité lorsque on agit sur la température, sur le pH et sur les ions en commun. Et puis on va voir aussi la réaction inverse de la solubilité, c'est la réaction de précipitation. C'est-à-dire, au lieu de dissoudre un sel, on va voir comment on peut plutôt former un solide peu soluble. Alors d'abord la constante d'équilibre. Un équilibre de solubilité d'un solide dans l'eau peut être envisagé de deux manières. Alors, soit une dissolution donnant naissance à des ions en solution, donc on obtient des ions positifs et négatifs. Exemple, le chlorure d'argent se dissout partiellement dans l'eau pour donner des ions chlorure moins 1 et argent plus 1, donc négatif et positif. Voilà la réaction AgCl solide donne Ag plus Cl-. Regardons, donc ça c'est une réaction de dissolution de AgCl. Dans l'eau, il se dissout pour donner des deux ions séparés, Ag plus et Cl-. Ça c'est un type de réaction. Le deuxième type de réaction, c'est un équilibre de solvatation d'un solide. C'est-à-dire, un solide ne va pas se dissocier en ion, mais il va être solvaté, il va être dissous sans qu'il soit dissocié. Donc, par exemple, l'iode solide est en équilibre dans l'eau avec l'iode solvaté. Regardez cet équilibre. Vous mettez de l'iode solide dans l'eau, il est solide, donc l'eau devient transparente et le solide, donc il va se solvater, donc les molécules vont se séparer, mais il n'y aura pas de dissociation entre les cations et les anions. Alors justement, pour la constante de l'équilibre exprime le rapport des concentrations des espèces dissoutes dans l'eau, en considérant l'activité d'un solide comme étant égale à 1. Donc comme d'habitude, on va calculer la constante de la réaction, la constante d'équilibre, en écrivant le rapport des concentrations des produits sur les réactifs. N'est-ce pas? Comme les réactifs, ça va être des solides, donc les solides ne seront pas introduits dans les calculs, parce que leur activité est égale à 1. Ainsi, on peut écrire pour les deux équilibres respectivement Ks1 et Ks2. Alors AgCl, Ag plus Cl-. Donc comment on exprime la réaction? Constante de solubilité est égale au produit Ag plus fois Cl-, normalement divisé par AgCl solide, mais comme il est solide, donc on n'a pas divisé parce que c'est égal à 1. Voilà donc l'écriture de la constante de l'équilibre. Maintenant, pour le deuxième type d'équilibre, I de solide donne I de aqueux, ça va être la constante de l'équilibre, c'est les produits sur le réactif. Comme les produits, c'est I de aqueux, ça va être I de aqueux divisé par I de solide, comme I de solide égale à 1, son activité égale à 1. Donc, la constante de l'équilibre égale directement la concentration de l'iode aqueux, c'est-à-dire l'iode dissous en solution. Voilà, donc c'était ça, comment on écrit les constantes de l'équilibre. Pour un sel
de formule générale AX BY solide. La dissolution dans l'eau permet d'écrire la constante de solubilité générale. Regardez, AX BY solide. Donc on aura X AY plus YB X moins. On aura donc un cation positif et un anion négatif. Alors pourquoi Y plus et X moins? Ben ça c'est pour neutraliser les charges. Il va y avoir X fois Y, charge positive, équivalent à Y fois X, charge négative. Donc X fois Y égale bien sûr Y fois X. Et donc la constante de l'équilibre qu'on appelle Ks égale au produit des concentrations des produits divisé par le réactif qui est solide. Donc il va rester que A et Y plus puissance X, coefficient stéréométrique, fois Bx moins puissance Y, comme d'habitude. Voilà, donc la dissolution est obtenue grâce à la solvatation par des molécules d'eau orientées suivant la polarité des espèces entourées. Voilà. Justement, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la dissolution dans l'eau. Lorsque vous mettez un solide dans l'eau, ce qui va se passer, les cations et les anions vont se séparer. Pourquoi se séparer? Parce que chacun d'eux, il va être entouré par des molécules d'eau. C'est ça la solvatation. Quand c'est une charge positive, un cation, eh ben, il va être entouré par des atomes d'oxygène, car les oxygènes, ils ont une charge partielle négative à cause des doublés. Et quand c'est un anion, c'est une charge négative, il va être entouré par des atomes d'hydrogène, des molécules d'eau. Et comme ça, il va y avoir donc une séparation des cations et des anions, et donc une dissolution du solide, et on aura donc une solution aqueuse. Le tableau suivant donne quelques valeurs de constante de solubilité. Alors, les constantes de solubilité, maintenant, elles sont connues. Pour chaque sel, on a une valeur qui est connue, constante d'équilibre. On peut l'utiliser à n'importe quel moment dans les exercices et dans les calculs. Par exemple, le sulfate de barium, la constante de solubilité est égale à 1,1 10 puissance moins 10. Ça, c'est le Ks. Comme on a fait pour le pH ou le Ka, on peut aussi calculer le pKs, si vous voulez. Le pKs, ça va être, bien sûr, moins log Ks, comme d'habitude. MgOH2, constante de solubilité égale 5,6-12. Le chlorure de mercure, 1,4-18. L'iodure de plomb, chromate d'argent, carbonate de strontium, bromure de cuivre, cyanate de zinc et fluorure de strontium. Voilà, ça c'est des exemples. Maintenant, comment on va calculer la solubilité? C'est-à-dire faire les calculs. Maintenant, faire les calculs, c'est déterminer la solubilité maximale d'un sel peu soluble. Un sel qui est peu soluble dans l'eau, on peut lui faire les calculs de la solubilité maximale. Alors, pour faire les calculs de la solubilité maximale, il suffit, bien sûr, de connaître la valeur de la constante de l'équilibre. Et l'unité de mesure est mol par litre, mais peut être également exprimée en grammes par litre. L'écriture de l'équilibre de dissociation et du tableau d'avancement permet d'évaluer rapidement la relation entre Ks et solubilité. C'est-à-dire, il faut toujours écrire la réaction et l'avancement de la réaction avec le temps. Comme ici, par exemple, la réaction de dissolution de CuBr donne Ce plus Br moins. À l'instant initial, on a concentration 0, C0 de CuBr. On a normalement 0 et 0 de Ce plus et Br moins. À l'équilibre, on a C0 moins S. D'habitude, on écrit C0 moins X, la quantité dissociée. Maintenant, puisqu'on l'a appelé S, la solubilité, ça va être C0 moins S, et S représente la quantité qui est soluble, qui va se dissoudre. Donc, elle va se dissoudre pour se transformer en Ce plus et Br moins. L'expression de la constante d'équilibre en prenant en considération l'activité du solide en excès, regardez, Ks est égal au produit Ce plus fois Br moins, et comme Ce plus égale à S et Br moins égale à S, ça va être donc égal à S fois S égale à S au carré. Ks égale S au carré, la solubilité donc S est égale à racine de Ks. Et comme Ks donc de CuS, il est connu égal à 6,3 10 puissance moins 10, et donc la solubilité du bromure de cuivre est égale à 2,5 10 puissance moins 5 mol par litre.
C'est-à-dire qu'on peut dissoudre, dans 1 litre d'eau, on peut dissoudre 2,5 puissance moins 5 mol. Deuxième exemple. Pour déterminer la solubilité de PbI2 dans l'eau, la réaction de dissociation s'écrit. Voilà, de la même manière, on va donc suivre l'avancement de cette réaction. PbI2 donne Pb2 plus 2i-. Cette fois-ci, A est égal à 0, donc toujours on a C0, 0 et 0. Mais à l'équilibre, il va rester C0 moins S de PbI2 parce que la quantité, il y a une quantité S qui a été dissociée, qui est devenue soluble, et qui donne S mol par litre de Pb2+, mais elle donne 2 S mol par litre de l'iode, à cause des coefficients stoichiométriques. La constante d'équilibre s'écrit alors comme Ks égale à Pb2+ fois I- au carré à cause du coefficient stoichiométrique, on remplace, et bien pour Pb2+, on remplace par S, pour l'iode, on remplace par 2S. Quand on calcule, on trouve Ks égale à 4S puissance 3. Voilà la nouvelle expression de Ks pour cette nouvelle réaction. Et donc, la solubilité devient S est égal à racine cubique de Ks sur 4. Comme on connaît la valeur de Ks, ça veut dire que S est égal à 9,8 10 moins 9 sur 4, racine cubique, égale 1,34 10 moins 3 mol par litre. Voilà, donc on peut dissoudre de PbI2, on peut dissoudre dans 1 litre 1,34 10 moins 3 mol, qu'on peut d'ailleurs transformer si on veut en grammes à l'aide de la masse molaire. D'une manière générale, pour une dissociation d'un composé AXBY, donc si on a un sel de type AXBY, le calcul s'effectue à partir du Ks tel que, on remplace maintenant, on va trouver, si on écrit l'expression Ks égale A puissance X fois B puissance Y, donc on remplace par XS et YS, on aura X puissance X, Y puissance Y fois S à la puissance X plus Y, voilà, comme on a fait d'ailleurs, comme ici, on a remplacé par 2 et 1, c'est-à-dire on a fait 2 plus 1, on a trouvé 3. Et donc, on développe et on trouve S, d'une manière générale, égale racine cubique de Ks sur X à la puissance X, Y à la puissance Y, racine de X plus Y. Vous voyez donc, si vous connaissez X et Y, vous pouvez facilement écrire l'expression de la constante de l'expression de la solubilité. Comme dans le cas de PbI2, X égale X, c'est Pb, X égale à 1, Y de l'iode égale à 2. Donc si vous remplacez 2 plus 1, ça fait 3 ici. Et là, ça va vous donner 2 à la puissance 2, 1 à la puissance 1. Ça va vous donner Ks sur 4. Comme ici. Voilà, on va trouver la même chose. Alors, l'équation de calcul donc dépend de la réaction. Voilà, c'est ça la conclusion à travers les deux exemples qu'on vient de voir. C'est pour cela, je vous donne ce tableau récapitulatif de quelques autres exemples. Par exemple, AgIL3, si vous développez la réaction, vous trouvez Ks égale S au carré, donc S égale racine de Ks. Si vous prenez BAF2, donc vous avez X égale à 1, Y égale à 2, donc Ks égale 4S au cube, et on trouve racine cubique de Ks sur 4. Si vous avez maintenant CrOH3, ça veut dire que X égale à 1 et Y égale à 3, vous remplacez, vous trouvez racine 4 de Ks sur 27. La même chose ici. Hg2SCN2, X égale à 2, Y égale à 2, voilà l'expression, c'est racine cubique de 15 sur 4. Et donc voilà, donc finalement, la conclusion, vous pouvez faire n'importe quel calcul facilement, connaissant la constante de solubilité, mais il y a une condition nécessaire, c'est de décrire correctement la réaction de dissolution dans l'eau, en tenant compte bien sûr de la production des cations et des anions. Maintenant, comment peut-on influencer une réaction de dissolution, c'est-à-dire de solubilité? Il y a d'abord l'effet de l'ion en commun. Qu'est-ce que ça veut dire un effet d'un ion en commun? Un ion commun, par exemple, lorsque vous ajoutez à la solution un cation ou un anion qui appartient au sel. Par exemple, vous voulez étudier AgCl et vous rajoutez un ACl. Pourquoi un ACl? Parce qu'un ACl contient le chlore qui est présent dans AgCl. C'est ça, un ion en commun. Alors, conclusion, la solubilité d'un solide diminue. Elle diminue après introduction d'un ion en commun. Donc, si vous voulez diminuer la solubilité, rendre le sel moins soluble, il faut lui rajouter son ion en commun.
C'est-à-dire si vous avez AgCl, vous rajoutez soit Ag+, ou rajoutez Cn- à part, vous allez rendre AgCl moins soluble. Donc ceci est justifié par le déplacement de l'équilibre dans le sens opposé, de façon à consommer cet ajout. Voilà, c'est normal, c'est selon les déplacements de l'équilibre, comme nous avons vu dans le chapitre des équilibres chimiques, selon la loi de Le Chatelier. Un exemple pour cela, reprenons le même exemple cité plus haut, celui de PbI2. Par exemple, on veut ajouter à PbI2, on va lui ajouter NaI. On sait que NaI il est considéré comme totalement soluble. C'est-à-dire que si vous rajoutez NaI, c'est comme si vous avez rajouté Na plus et I-, parce qu'il est totalement soluble. Si on rajoute I- à PbI2, eh bien I- c'est un ion en commun à PbI2, parce qu'il y a l'iode là aussi. Alors qu'est-ce qui va se passer? La réaction c'est la même toujours, PbI2 donne Pb2 plus 2I-. La même chose à t égale à 0, on a 0 et on a 0 de Pb2 plus, mais comme on a ajouté au départ NaI, cette fois-ci à t égale à 0, on n'a pas 0 de l'iode. On a la quantité qui est ajoutée, qui est égale à C0. Là voilà, C0 de 0 à 1. Ça veut dire à l'équilibre, on va, au lieu d'avoir S, on va avoir S', et au lieu d'avoir 2S, on va avoir 2S', mais plus ce qu'on a ajouté. Voilà la nouvelle perturbation de l'équilibre. On a perturbé l'équilibre parce qu'on a ajouté de l'iode à la réaction. Si on n'avait pas ajouté de l'iode, on aurait obtenu ici S et 2S. Mais là, on a ajouté, donc on ajoute C0. Alors, rien ne va changer dans l'expression de la réaction. L'excès signifie la faible dissolution du solide. Non, les solides, on n'en parle pas. Les solides ne rentrent pas dans les calculs. L'expression et la valeur de Ks étant à changer. Bien sûr, même la valeur de Ks ne change pas. Ks est la constante de l'équilibre. Elle ne change pas, c'est-à-dire elle regarde la même valeur, même comme si vous n'avez pas ajouté de NaI. Donc, comme Ks, on écrit toujours Pb2 plus fois I- au carré, et on ne tient pas compte de PbI2, bien sûr, on remplace cette fois-ci. Pb2 plus, on remplace par S', et I- on remplace par 2S' plus C0 à la puissance 2, à cause du coefficient stoichiométrique. Alors, soit vous calculez comme ça, vous développez ça, vous allez avoir une équation du 3e degré à résoudre, ça va être difficile, mais vous pouvez faire une approximation. Souvent, on fait cette approximation pour simplifier la résolution. L'approximation, c'est 2S' plus C0 donne à peu près C0. Bien sûr, parce que la solubilité est très très faible. Et nous, on a ajouté C0 qui est très grand par rapport à la solubilité. Donc 2S' plus C0, c'est presque égal à C0. C'est-à-dire que la solubilité est négligeable. Alors on obtient, si vous remplacez ça, vous remplacez 2S' plus C0 par C0, on obtient Ks égale S' fois C0 au carré. Nous, on cherche S'. Alors, S' égale à Ks sur C0 au carré. Comme on a C0 égale à 0,1, voilà, on fait le calcul à partir de Ks, on trouve 9,8 10 puissance moins 7 mol par litre. Voilà, comparativement à la diapo précédente, le S', on l'a trouvé inférieur à S, bien sûr, confirmant la diminution de la solubilité sous l'effet de l'ion commun. Donc, toujours lorsqu'on ajoute un ion commun, la solubilité, on va la trouver plus petite. Effet maintenant de la température. Nous sommes toujours en train de chercher quel est le paramètre qui influe sur la réaction de dissolution. Si on veut dissoudre plus ou dissoudre moins. Eh bien, la température agit sur les équilibres de dissolution du sel suivant les conditions de la loi de Van 't Hoff, que nous avons vu aussi dans le chapitre des équilibres chimiques. L'augmentation de la température favorise toujours le sens endothermique. Toujours. L'équation, je vous rappelle, c'est celle-là, c'est la même que nous avons déjà vue. Sauf au lieu d'écrire ln-Kp, maintenant on va écrire ln-Ks. ln-Ks2, c'est-à-dire la deuxième température, égale ln-Ks1, la première température, plus delta H, l'enthalpie, sur R, la constante des gaz parfait, facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2. La plupart des réactions de dissolution du sel sont endothermiques. La plupart, généralement, les réactions absorbent la chaleur au lieu de dégager de la chaleur. Donc, elles nécessitent un chauffage pour croître les quantités dissoutes. Donc, si on veut dissoudre, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe un solide dans l'eau. Lorsqu'on le chauffe, il va se dissoudre. Ça, c'est en général. Donc, pour les réactions endothermiques, ce qui se passe, lorsque T augmente, on le voit ici d'ailleurs, hein, lorsque T augmente, c'est-à-dire lorsque T2 est supérieur à T1, si delta H est positif, Ks, il augmente. Ici, la constante augmente, bien sûr, la solubilité augmente.
donc on va dissoudre plus. C'est ça la conclusion sur l'effet de la température. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, l'effet du pH. Là, le pH est très important. Le pH, il influe beaucoup sur les réactions de solubilité, surtout lorsque il s'agit des sels hydroxydes. Alors, les ions OH- rentrent dans la composition d'une grande partie des sels peu solubles. C'est pourquoi le pH peut constituer un outil de contrôle des équilibres de dissolution. La loi de Le Chatelier de déplacement des équilibres permet de suivre le sens favorable à l'ajout ou à la diminution des ions OH-. Quand on dit OH-, on dit H+, et on dit pH, parce qu'ils sont associés. Exemple, si vous prenez le sel hydroxyde de magnésium, MgOH2, il a un Ks. Le fait d'avoir un Ks, ça montre que c'est un sel peu soluble. Ça, c'est une indication. Tous les sels qui sont peu solubles, ils ont une constante d'équilibre. C'est-à-dire qu'ils ne se dissocient pas totalement, ils se dissocient suivant un équilibre avec une constante de l'équilibre, égale ici à 5,6 10 puissance moins 12. C'est une donnée. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écrit la réaction de dissolution. La solubilité est calculée suivant l'équilibre de dissolution. Là, voilà la réaction. MgOH2, lorsqu'il se dissout, il donne Mg2 plus 2OH-. Quand on écrit comme d'habitude, on va obtenir ici S pour Mg2+, et on va obtenir 2S pour OH-. C'est ça ce qu'on a l'habitude d'écrire. Donc Ks égale Mg2+ fois OH- au carré. Je remplace S fois 2S au carré égale à 4S au cube. Donc S est égal racine cubique de Ks sur 4. Faites le calcul avec Ks égale 5,6 10 moins 12. Vous trouvez S égale 1,12 10 puissance moins 4 mol par litre. Voilà, comme on a fait tout à l'heure dans les exemples précédents. Je n'ai pas envie de développer à chaque fois. Voilà ce qu'on trouve. Que signifie cette solubilité? Ça veut dire quoi? Sa solubilité, ça veut dire c'est la concentration de Mg2+. Parce que Mg2+ égale à S. Mais la concentration de OH- égale à quoi? Égale à 2S. Comme on a trouvé S, on sait que 2S, ça va être la concentration de OH-. Voilà. OH- égale à 2S, égale donc le double de 1,12 10 moins 4, égale donc 2,24 10 puissance moins 4, correspondant à POH égale 3,65. Qu'est-ce que ça veut dire POH? Ça veut dire moins log la concentration de OH-. Donc si vous mettez ici moins log de 24 10 moins 4, vous allez trouver 3,65. Alors si POH égale à 3,65, ça veut dire que pH égale à 10,35, parce que nous savons que pH plus POH égale à 14. Ça veut dire que pH égale à 14 moins POH. Lorsque le pH il va être supérieur à 10,35, c'est-à-dire si on augmente le pH, ça veut dire que le POH il va être inférieur à 3,65, parce que les deux sont associés à 14. Si vous mettez le log, ça veut dire que OH- ça va être supérieur à 3,65 mol par litre. Donc si vous augmentez la concentration de OH- à des valeurs supérieures à 3,65, à distance moins 3,65 mol par litre, la réaction va se déplacer dans le sens inverse, c'est-à-dire précipitation de MgOH2. Précipitation, ça veut dire formation du solide. Voilà, donc revenons à la réaction. Comme on a l'habitude de dire, si vous augmentez la concentration de OH- ici, qu'est-ce qui va se passer? La réaction va aller dans le sens inverse, ici, vers la formation de MgOH2. Voilà l'effet donc du pH. Maintenant, les réactions compétitives. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que vous mettez deux sels en même temps dans l'eau. Alors, lequel qui va se dissoudre en premier? C'est une question qui revient très souvent. Alors, lorsque plusieurs sels coexistent dans la même solution, le solide possédant la plus faible valeur de solubilité, qu'on va calculer à partir du Ks ou pKs, est celui qui se dissout en dernier. Voilà, donc je vous ai donné la réponse. La réponse est celle-là. Si vous voulez savoir lequel des deux sels qui va se dissoudre en premier, si vous avez deux ou trois ou plus, ils sont tous mélangés des solides dans l'eau, vous voulez savoir lequel qui va se dissoudre le premier avant les autres, eh bien vous allez faire les calculs à partir des Ks que vous trouvez dans les livres. Celui qui aura le Ks le plus petit, c'est lui qui va se dissoudre en dernier. Exemple. Lequel qui se dissout en premier? Dans cet exemple. Je vais vous donner donc les valeurs. Regardez, la solubilité de Ag2CaO4
nous avons le Ks égale 1,12 10 moins 12, inférieur à la solubilité de Ag2CO3 calculée à partir de Ks 8,5 10 moins 12, donc on va trouver inférieur à la solubilité de Ag2SO4 calculée à partir de Ks 1,2 10 puissance moins 5. Donc ça, c'est on a calculé la solubilité. On l'a trouvé comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ag2SO4 se dissout en premier, parce qu'il a la solubilité la plus élevée. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Celui qui a la solubilité la plus élevée, le mot solubilité, ça veut dire qu'il est soluble. Donc celui qui est le plus soluble, c'est celui qui a la solubilité la plus élevée. Donc c'est lui qui va se dissoudre en premier. Alors on remarque que la solubilité augmente avec l'augmentation du Ks pour des sels de même formule chimique. Voilà, donc normalement, nous, on compare les S, pas les Ks. Donc il y a une exception, si vous voulez comparer le Ks, uniquement lorsque vous avez des sels de même formule chimique, comme ici ils se ressemblent. Regardez, Ag2SO4, Ag2CO3 et Ag2CrO4. C'est de même nature. Ag2X. Ce n'est pas le cas entre des sels différents, de structures différentes. Par exemple, AgCl comparé Ag2 à Ag2CrO4, vous ne pouvez pas comparer les Ks. Là, il faut comparer les S. Donc, les S ici, vous avez, on calcule S de AgCl, on va le trouver 1,34 10 moins 5, inférieur à S de Ag2CrO4, alors que c'est l'inverse pour les Ks. Donc, mais c'est pas il ne faut pas tenir compte des Ks. Attention, il faut tenir compte des S si vous voulez savoir lequel qui va se dissoudre en premier. Et lequel qui va se dissoudre en premier? Lequel? C'est celui qui va avoir le S le plus grand. On avance. Maintenant, on va voir la réaction inverse de la solubilité. C'est quoi? C'est la précipitation. C'est-à-dire, maintenant, on va faire le contraire. On va ramener des ions séparés que nous allons mélanger ensemble. Et lorsqu'on va mélanger les deux solutions, eh bien, il va se former un solide. Donc, la précipitation est la réaction inverse de la dissolution du solide en équilibre avec ces ions. Le mélange de deux ions en solution, c'est-à-dire un cation plus un anion, conduit-il nécessairement à la précipitation du solide? Voilà, c'est une question qu'on pose parce que c'est pas dans tous les cas il peut y avoir une précipitation. Il s'agit de comparer le produit ionique, c'est-à-dire le produit de concentration, avec le Ks, afin de situer l'état de l'équilibre ou l'état de saturation correspondant à la consommation de toutes les molécules de l'eau servant à la dissolution du sel. Voilà, j'ai trop parlé ici, mais ce que je veux dire ici, si vous voulez savoir s'il y a précipitation ou non, vous allez faire le calcul normal, comme vous avez l'habitude de calculer le Ks. Vous allez faire le produit, c'est-à-dire multiplier les concentrations du cation fois l'anion, et le comparer avec le Ks. Ce produit des concentrations, on l'appelle le produit ionique. C'est ce qu'on a déjà vu, qu'on a appelé le quotient de la réaction. On peut l'appeler Q, qui exprime les concentrations des espèces hors équilibre. Voilà, c'est Q. On calcule, on a trois possibilités. Si on trouve Q inférieur à Ks, ça veut dire que la solution est insaturée. On dit qu'il n'y a pas encore de précipitation. Vous voyez, si les concentrations du cation fois l'anion on trouve inférieur à la valeur de Ks, on dit qu'il n'y a pas de précipitation. Si c'est égal, on dit que nous sommes dans une solution saturée. Si c'est supérieur au Ks, c'est là où on peut dire qu'il y a précipitation, il y a formation du solide. Si ce n'est pas clair, je vous donne un exemple. Regardez. On mélange 30 ml de PbNO3 003M. Par exemple, voilà le bécher. On va lui ajouter 20 ml de NaI 3 10 3M. Voilà donc l'éprouvettes. Regardez. Donc on mélange ici les deux. Qu'est-ce qui nous intéresse? On donne le Ks de PbI2 égal à 7,1 puissance moins 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque le PbI2 il a un Ks, c'est-à-dire que c'est un sel qui est peu soluble. Il a un Ks, c'est-à-dire qu'on va trouver que Pb il va s'associer avec l'iode. Le Pb il vient du nitrate de plomb et l'iode il vient du NaI. Donc si vous mettez NaI avec PbNO3, puisque les deux ils sont totalement solubles, l'un il va nous donner le plomb, l'autre il va nous donner l'iode. Et les deux vont se mélanger. Est-ce qu'ils vont former PbI2 ou non? C'est ça la question. Est-ce qu'ils vont précipiter oui ou non? On va répondre en justifiant. Pour répondre, on a dit la méthode c'est quoi? Rappelez-vous, on vient de le dire. C'est de calculer le produit comme c'est exprimé dans le Ks, Pb fois I2. C'est-à-dire la concentration de Pb2+,
fois la concentration de I- au carré parce qu'il y a deux iotes. Et le comparer avec le KS, il faut qu'il soit supérieur au KS pour qu'il y ait précipitation. On va voir est-ce que c'est supérieur. On a les outils pour calculer les concentrations. On a la concentration, mais c'est pas celle-là qu'on prend parce qu'il y a eu changement de volume, il y a eu dilution. Et ben, il faut tenir compte. Donc après mélange, si on mélange les deux solutions, regardez le volume il change. Il faut tenir compte de la dilution. Les concentrations ils deviennent, on va calculer chaque concentration à part. Et la concentration devient C final égale C initial fois V initial sur V final. À chaque fois que vous mélangez deux volumes, vous avez la concentration, il y a l'effet de la dilution, la concentration elle change. Il faut calculer la nouvelle concentration du plan et de l'iode. La nouvelle concentration du plan, ça va être C fois V, c'est-à-dire 0,03 fois 30. Les voilà. 0,03 fois 30, le volume. Divisé par 30 plus 20. C'est quoi 30 plus 20? C'est le volume total. C'est le volume 30 de PB et le volume 20 de NaI. On trouve la concentration de PB de plus égale 0,018 mol par litre. Bien sûr, on a transformé en litres après. La même chose pour l'iode. Ça sera 3 10 moins 3 multiplié par son volume 20 divisé par le volume total 20 plus 30. On trouve 0,012. Voilà, on a la concentration de l'iode, on a la concentration de PB2+. Est-ce qu'on peut calculer le quotient, c'est-à-dire le produit ionique? Oui. Voilà, on le calcule. 0,018 fois 0,0012 au carré, on trouve 2,59 10 moins 8. Mais 2,59 10 moins 8, c'est quoi par rapport à 7,1 10 moins 9? C'est supérieur. Nous avons donc un produit ionique supérieur au KS. Qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, il y a précipitation. Regardez la preuve, il se forme le solide ici, jaune, qu'on voit ici. C'est quoi ce solide jaune? C'est PbI2. Voilà, il y a donc précipitation de PbI2. Voilà, donc nous avons fini ce chapitre. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi.